Je me réveille en sursaut, le dos frappé par des gouttes de sueur froide. Il me faut un peu de temps pour retrouver mes esprits. Machinalement, ma tête se tourne vers le réveil à cristaux liquides. Les chiffres fluorescents viennent crever ma cornée. Mon cerveau met quelques secondes à transformer les formes en données concrètes. 1h39. Putain, il est tôt. Bien trop tôt pour commencer sa journée. Je reste un moment, immobile, les yeux perdus dans le noir. Impossible de se rendormir. Je démarre alors les différents rituels de début de journée. La gueule embourbée, j'arrache une clope au paquet posé sur la table de chevet. Ma chambre est encore dans le noir. Pas le courage de l'éclairer. Je laisse ça à la flamme du briquet. Mon esprit se perd quelques secondes quand, dans ma bouche, s'introduit la chaleur des premières toxines. Tabac, nicotine et goudron rendent un peu plus pâteuse, un peu plus lourde cette mâchoire qui peine à s'éveiller. Ça m'aide à me lever. Un peu comme les bougies de démarrage d'une voiture qui allume le moteur. Mon gosier devient pot d'échappement et crache une épaisse fumée blanchâtre. Toujours noyé dans l'obscurité, je décide d'aller en direction de la cafetière. Mes pieds se mélangent au brouillon de vêtements déposés sur le sol. Quelques secondes sont nécessaires pour retrouver mes repères, et je parviens tant bien que mal à la cuisine et donc à la cafetière. Je reste toujours dans le noir. J'ai pas envie de voir cette pièce, pas envie de voir cet appart. C'est une gueule cassée. Ses fondations sont fatiguées, ses murs sont éraflés et jaunis par le tabac. C'est simple, des fois j'ai l'impression d'être dans le poumon souffreteux d'un cancéreux en phase terminale. Il est presque nu. Seuls quelques rideaux pendent aux fenêtres et des bibliothèques, tels des morpions, se collent à lui aux quatre coins de la pièce. Les livres. Les livres sont ses seules armes. Je réalise qu'il me ressemble un peu. Je ne sais plus depuis combien de temps j'habite ce lieu. Non, en vérité je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. Il me manque une partie de ma mémoire. On a brouillé une zone de mon cerveau au feutre noir indélébile. Ma vie est courte et simple. Je me suis réveillé il y a 3 ans. 3 ans, je crois, sur le canapé de cuir blanc déposé dans la pièce d'où je viens. Et depuis, je me laisse flotter, enfermé dans un sablier, étouffé par le sable qui lentement s'égrène. Un peu comme cette cafetière qui fait couler son jus marronâtre goutte à goutte. Quand j'y pense, je suis né, il y a 3 ans. J'empoigne la tasse à moitié vide et déverse tout son contenu dans le fond de ma gorge. Ça me brûle la langue, l'œsophage, et je sens le liquide bouillir jusqu'au fond de mon estomac. Mais j'aime bien ça. J'ai l'impression d'être vivant. Voilà. Maintenant que l'intérieur de ma bouche est fumante, agressée par les molécules de caféine et de tabac, je peux démarrer. Je passe maintenant à la salle de bain et ce coup-ci j'allume. Un coup de brosse à dents, pas envie de les voir s'abîmer, de la flotte sur le visage histoire de réveiller une dernière fois ce corps engourdi, serviette, robinet, ouvert, fermé, regard dans le miroir. Je suis fatigué. Et pas seulement de ce soir. Mon reflet me le crie. J'ai le teint pâle comme la lune et je n'arrive même plus à distinguer cerne, poche et cocard. Je déteste cette tronche de voyou, tellement loin de qui je suis vraiment. Bien que je ne sache pas qui je suis vraiment. Quand on n'a plus de mémoire, on est un peu comme un pantin de bois officiellement manquante. On n'a plus de référentiel, on se sent aseptisé, et de notions de base comme le partage, l'envie, l'amour, deviennent floues. On n'a pas vraiment d'identité, ni d'intérêt à échanger avec les autres puisqu'on n'a rien à raconter. On ne distingue plus vraiment le bien du mal, puisqu'on ne mesure plus l'impact qu'on a sur les autres. On fait semblant, on déduit, on analyse. Tout devient mécanique. Un peu comme un appareil photo, on prend cliché sur cliché sur cliché sur cliché, sans trop comprendre pourquoi, sans intérêt particulier. Ça y est, je vais trop loin. Je sais pourtant qu'il ne faut pas que je traîne devant le miroir, car devant lui je prends conscience de n'être personne. Je ne suis qu'une image de catalogue, une affiche de film, un croquis de portrait quelconque. En passant une main dans mes cheveux,
Afin de les garder quelque peu hirsutes, je me remémore l'instant où, en quête d'identité, je suis allé voir des médecins, pour en apprendre un peu plus sur moi-même. T'as bien l'air con quand tu ne sais même pas l'âge que tu as. Après une batterie d'examens tout à fait conventionnels, les docteurs ne m'ont donné qu'une fourchette. Pas moins de 17, pas plus de 30. J'ai vite appris à me méfier des médecins. Apparemment, ce sont mes molaires qui leur ont permis d'en arriver à cette conclusion. Même pas mes cheveux. Je sais pourtant que l'amas de poils que l'on porte sur le haut du crâne peut être un indicateur de vieillesse chez l'humain. Bah, dans mon cas, c'est baisé, parce que les miens sont blancs, épais et anormalement blancs. Je ne suis pas albinos non plus. C'est une décoloration capillaire liée à un syndrome post-traumatique. J'aime bien dire ça. C'est un peu triste. Triste parce que je ne sais même pas de quel traumatisme il s'agit. Je pourrais l'éteindre, mais au final j'aime bien. Quitte à être un fantôme, autant en assumer le look. Les bleus de ma joue sont de plus en plus dégueulasses, c'est bon signe ça. Ça veut dire que c'est en cours de guérison. Et les coupures se referment. Chaque ecchymose, chaque plaie, chaque radiographie d'os brisés est un trésor précieux car il constitue ma mémoire actuelle. Pas de photos de vacances en bord de plage ou de soirées mahjong entre amis, mais des radios, des IRM et des fils de points de suture qui me renvoient à chaque fois au bruit du fracas d'un poing ou d'un genou s'écrasant sur ma joue, ma bouche, mon nez, éclatant sous ma peau un réseau de veines, laissant les globules rouges s'éparpiller sous la chair. Quelquefois, l'épiderme craque et fait jaillir un flot de sang. C'est beau. J'ai l'impression que se dessine sur ma trogne un tableau peint à l'aquarelle. J'aime ça. Ça donne des couleurs à mon corps, et surtout l'impression de ne pas être mort. J'enfile un pantalon de costard noir, une chemise de soie rouge que je laisse traîner en dehors du futal. J'attache les boutons un à un en partant du bas, laisse ouvert le col, remonte mes manches, je sors de la cuisine, retourne au salon, plante mes pieds au fond de mes pompes, et décollage. Putain, que ce rituel est chiant. Je prends l'ascenseur, pousse les portes d'entrée de l'immeuble et fais irruption dans la rue. Tokyo Kabukicho, la putain de Tokyo. L'antre des chattes aux masques de geisha brisés et des yakuza pseudo-mafiosos feule encore à cette heure. Dans mon dos sifflent les roues du Shinkansen venus délivrer le bétail. Des salarymen, des étudiantes, des hommes de bonne foi, des parias venus se réfugier dans l'utérus de Tokyo pour s'assommer une dernière fois. Cette nuit, rouleront sur leurs langues saké et bière bon marché pendant que leurs tympans s'épuiseront, violés par les bruits sourds des pachinko et de la techno. Jésus-Christ, Allah, Bouddha, ayez pitié de vos agneaux égarés. Je saisis dans l'une des poches du manteau une paire de lunettes rondes aux vitres rouges, achetées à un petit vendeur à la sauvette au tournant d'une allée. Elles cachent coquard et bleu, et se marient parfaitement aux lumières criardes que projettent les multiples néons accrochés sur les devantures des différentes petites boutiques, tassées, enchevêtrées, dans ces rues étroites semblables à s'y méprendre à des veines sclérosées. Les rues sont encore pleines à cette heure. À croire que Kabukicho n'évacue jamais ses entrailles. J'avance comme un robot, au milieu de gens parés du même sourire, celui d'un blanc éclatant que vendent si bien les publicités pour dentifrice. Allez savoir pourquoi, mais ce sourire m'apaise. Je suis comme ensorcelé quand la bouche de tous ces inconnus révèle des farandoles de pépites nacrées, toutes semblables à des diamants. Ces rictus s'accompagnent toujours d'éclats de rire, offrant à la nuit un concert harmonique un peu désaccordé, mais en somme très joli. Me voilà noyé dans un flot de rire et de lumière électrique, noyé dans un cortège diabolique, les narines agressées par la sueur que refoule la peau de chacun des êtres que constitue Kabukicho. Dans mon voyage, je croise à plusieurs reprises le regard lubrique et quelquefois désespéré de jeunes femmes offrant leur corps moite pour une poignée de yens. Mais la température est encore trop tiède à cette heure. Il faut attendre que le thermomètre grimpe un peu pour voir les clients et leurs hôtesses envahir les love hotels, éparpillés à chaque coin de rue.
Il est souvent difficile de résister au regard gourmand, aux courbes gracieuses et au teint pur des jeunes prostituées japonaises qui vous promettent une nuit entière de plaisir contre des billets que vous n'emporterez de toute façon pas au paradis. Le paradis, elle vous l'offre maintenant sur un plateau de platine. Je l'avoue, si je n'ai jamais su craquer pour les grincements d'un lit et la voix de feutre d'une de ces succubes, je ressors toujours de ces rues lequel sont tendues par une demi-molle, à imaginer coups de rein et cris de jouissance. Après 5 minutes de marche, je passe enfin le grand bâtiment de l'administration de district, traverse la longue allée perpendiculaire à ces immeubles et m'engouffre de nouveau dans une rue encadrée par un restaurant de yakiniku et le Shinjuku Kuyakushomae, un hôtel capsule. Au bout de celle-ci, je tourne à gauche et arrive sur la droite devant l'entrée de la Golden Guy, un regroupement de minuscules bars s'étalant sur une fourchette de 3 ruelles. Cet endroit est fascinant. Impossible d'entrer dans chacun de ces bars à plus de 5 ou 6, tant l'effectif d'accueil des salles est ridiculement petit. Impossible non plus d'entrer sans invitation. La majorité de ces boubouis sont privés et il est indispensable de connaître au moins le gérant du troquet. Je prends la première ruelle et 10 pas plus loin, agrippe le rideau du bureau. Au moment où je passe le seuil de l'entrée, l'ambiance change radicalement. Fini le bruit assourdissant de l'électro et de la trip-hop nippone. Place aux riffs de guitare noueux et à la voix caverneuse des chanteurs de rock post-punk façon dark wave. À mon entrée, mes écoutilles sont délicieusement accueillis par le timbre torturé et agressif de Peter Murphy, chanteur mythique du groupe anglais Bauhaus. Je reconnais le morceau, c'est Double Dare, un titre obscur où Murphy écorche ses cordes vocales pour nous plonger dans une ambiance à la fois sinistre, inquiétante et diaboliquement chaleureuse. Je descends les quelques marches qui me conduisent à un couloir de béton tatoué de plusieurs graffitis dessinés à la craie blanche et à la pompe de peinture. Au bout de celui-ci, un nouveau rideau. La musique se fait de plus en plus lourde. Je pénètre alors dans ce refuge sombre, à l'image de la musique qui s'y diffuse. To be